Faut-il avoir peur des maladies infectieuses? Régulièrement, la presse fait état d'épidémies et parfois sur un ton alarmiste. Ça n'est pas toujours justifié, mais il est vrai que ce sont des maladies souvent difficiles à cerner, ce qui les rend quelquefois bien mystérieuses. Alors parmi ces maladies, il y a bien sûr le sida, dont nous parlerons longuement ce soir, mais aussi des maladies beaucoup plus quotidiennes, et notamment ces maladies infantiles qui, pour être banales, n'en sont pas moins parfois angoissantes, ne serait-ce que parce que la fièvre est elle-même une source d'angoisse. Quiconque a des enfants, par exemple, le sait fort bien. Et vous allez le voir sur ce plateau, vous le voyez maintenant, il y a Nicolas et sa maman. Et je leur ai demandé de venir pour savoir précisément comment, vis-à-vis de ces maladies infectieuses, avant que nous voyions l'enquête que nous avons réalisée, comment vous réagissez, vous? Est-ce que ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur, évidemment. C'est dès qu'il y a de la fièvre et une forte fièvre, on est toujours un peu inquiet et on se demande quelle altitude il faut avoir. C'est arrivé à Nicolas? C'est arrivé, oui, il a fait 42 fièvres très rapidement et avec une convulsion. Et évidemment, depuis, on est toujours un peu inquiet et on se demande que faut-il faire. Vous saviez ce que c'était des convulsions, non? Jusqu'alors, non, j'en avais entendu parler, je ne savais pas exactement comment ça se traduisait. Maintenant, je sais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appelé le médecin tout de suite? On a appelé un médecin, il n'était pas là, on a emmené chez un médecin. Mais dans le cas des convulsions, le problème, c'est que le médecin voit rarement l'enfant pendant la convulsion. Après, c'est terminé, il suffit de savoir s'il y a des séquelles ou pas. C'est la fièvre qui vous fait peur? La fièvre... Et parce que c'est un enfant ou de manière générale? Je crois que c'est surtout... Enfin, on a plus peur quand ce sont des enfants. On est plus concernés, puisque ce sont nos enfants, ils sont petits, on ne sait pas exactement quelle est la maladie. Ils ont de la fièvre, ils ne savent pas très bien où ils ont mal, et on ne sait pas exactement ce qu'ils ont. Docteur Grimbert, est-ce qu'il faut avoir peur des fièvres, et notamment des fièvres fortes chez l'enfant? Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des fièvres. Vous êtes généraliste, je le précise, donc vous en voyez beaucoup de ces enfants comme Nicolas. Je crois que les fièvres les plus apparentes ne sont pas les fièvres qui cachent les choses les plus dangereuses. Et bien souvent, plus un enfant a de la fièvre, plus, à la limite, on pourrait rassurer les parents en leur disant que ça a toutes les chances d'être une de ces maladies infantiles nombreuses dont les enfants ont besoin pour se forger une immunité qui les défendra dans l'avenir. Oui. J'ai l'impression que les généralistes ont quand même tendance, quand ils viennent voir madame, par exemple, si son fils est malade, c'est antibiotique tout de suite ou quasiment, comme ça on est tranquille. On est couvert, l'enfant aussi éventuellement, au risque de passer éventuellement à côté d'une maladie infectieuse plus grave ou plus sérieuse, non? Je pense que c'est un peu du domaine des idées reçues. Ça peut-être est très vrai au début du grand essor des antibiotiques, mais je crois que maintenant, tout le monde a pris un certain recul vis-à-vis de ces choses-là et que on connaît les indications des antibiotiques, on sait à qui on doit les donner, on sait aussi à qui ne pas les donner. Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de parents vivent sur l'idée que l'antibiotique est un parapluie miracle et qu'on est parfois amené à répondre à la pression des parents qui nous disent « donnez-lui un antibiotique et puis ça ira mieux ». Or, la plupart de ces maladies d'enfants guérissent sans aucun antibiotique avec des soins locaux minimum. Et ce qui importe en la matière, c'est avant tout de rassurer les gens et de leur expliquer surtout la conduite à tenir si les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer et comme on a l'habitude qu'elles se passent. Bon, écoutez, je vous propose que nous nous retrouvions tout à l'heure, mais d'abord de voir l'enquête donc sur les maladies infectieuses qui sont encore une fois, vous allez vous en rendre compte, parfois génératrices de panique, et notamment lorsqu'il s'agit du sida. Écoutez, regardez plutôt. Nous avons semé le vent, nous récoltons la tempête. On nous parle beaucoup du sida, la peste gay qui s'étend sur notre pays. On ne se moque pas de Dieu. Ce jeune homme barbu qui marche dans la foule est pour les autres un homme dangereux. Il a le sida. Si tu veux, tu deviens un pestiféré en quelque sorte, parce que tu imagines qu'il y a un virus que tu as, que tu peux transmettre par n'importe quelle façon. Si je te donne la main, ou si je te touche, ou si tu entres en contact avec ma sueur, ou si tu vas danser. Donc, comme personne ne sait rien, tout est possible. Et il y a eu des abus qui ont été faits à ce niveau-là. Tu vois. Par exemple, les dentistes qui refusent les malades qui ont le sida, les embaumeurs, on dit les embaumeurs en français, qui refusent de s'occuper des cadavres des gens qui ont eu le sida, les ambulanciers qui refusent les malades,
Le personnel, on m'a dit, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'infirmières qui ont quitté les hôpitaux publics à cause du sida parce qu'elles avaient peur. Enfin, tu vois, pour la population en général, enfin, tu deviens comment tu dis ça? Un peste. Oui, un pestiféré, un lépreux. Mais il n'y a pas que le sida. À Claude Bernard, par exemple, on se préoccupe tout autant des risques de contagion des autres maladies infectieuses qui continuent de tuer des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Il n'y a que certaines maladies infectieuses qui sont contagieuses, c'est-à-dire qui peuvent se transmettre d'un homme à l'autre. Les autres ne le sont pas. Par exemple, le tétanos ne se transmet pas d'un humain à un autre humain et donc il n'est pas contagieux. Mais bien des maladies le sont, les maladies de l'enfance, les rougeoles, coqueluche, varicelle, etc. Et cela était effectivement la raison pour laquelle la règle a toujours été en maladie contagieuse, quand on doit hospitaliser le malade, de le mettre soit en chambre individuelle pour l'isoler, soit, quand les cas sont nombreux, en salle collective. Ne pas disposer dans un pays d'une structure pavillonnaire pour garder les moyens de traiter les maladies contagieuses et qui seraient dangereuses et pour lesquelles on n'aurait pas de vaccin, pas de traitement, eh bien c'est manifestement une question qui se pose aujourd'hui un peu à contrario de l'idée qu'on se faisait ces dernières années. Et je crois que la nécessité en est petite, mais certaine, et qu'un pays qui n'en aurait pas s'en plaindra prochainement. J'en suis persuadé et des risques récents nous ont montré la réalité de cette nécessité. Qui dit maladie infectieuse dit évidemment contagion, mais aussi très souvent urgence. Il y a effectivement des maladies infectieuses qui vont faire courir un risque d'ordre vital immédiat. Un certain nombre d'exemples, par exemple une infection pulmonaire, s'il compromet de trop la fonction du poumon, d'oxygénation du poumon, ou bien une infection du système nerveux central, une méningite ou une encéphalite qui altère de trop la conscience. D'autres types d'infections aussi, qui par exemple, lorsqu'il y a une septicémie, peuvent entraîner une menace au niveau de l'appareil circulatoire. Donc il est clair que dans toutes ces situations, il faut apporter des moyens de soins dits intensifs pour passer un cap aigu. J'ai fait un microbe à la base du poumon, entre la plèvre et le poumon. Ça m'a pris à mon travail, comme un poing dans le dos, quoi. Et je pouvais plus respirer. Bon, bah de là, j'ai été hospitalisé à la suite de ça, j'ai été hospitalisé à Sens. Tout de suite, vous avez été hospitalisé? Le soir même, mon père m'a hospitalisé à Sens parce que ça devenait grave, que je ne pouvais plus respirer. Et de Sens, je suis resté à peu près 4 ou 5 jours à Sens. Puis une fois qu'ils m'ont dit quand même c'était assez sérieux, ils m'ont ponctionné dans le dos, ils m'ont retiré du liquide, de la plèvre. Ils ont analysé ce liquide-là et ils ont décelé qu'ils avaient un staphylocoque là-dedans. J'étais en réa parce que j'avais besoin d'oxygène pour mon poumon, qui était complètement voilé. Ils m'ont mis sous assistance d'oxygène avec un masque pendant à peu près une bonne semaine.